Merci beaucoup, François. Bonjour. Je suis très content de voir que l'hydrologie intéresse autant de personnes. Je trouve ça très rafraîchissant. Je remercie aussi le comité organisation de m'avoir choisi comme senior pour vous faire un portrait de ma vision du domaine de la prévision hydrologique. Donc, je ne présenterai pas aujourd'hui comme tel de résultats de recherche. Je vais plutôt chercher à décrire le cadre opérationnel, mais surtout les avantages et les défis de mise en œuvre qui sont liés à la prévision hydrologique. Voilà, comme d'habitude, ces trucs-là marchent quand on a testé tantôt, et il ne marche plus quand... Ah, il est sur off. Ça va aller mieux comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'on commence avec un senior, c'est pour tester le matériel. Donc, je voudrais d'abord remercier rapidement les partenaires principaux avec qui on a travaillé au cours des dernières années. C'est des gens qui ont beaucoup aidé et qui vont comprendre qu'il faut que j'aille de l'avant et que j'ai pas beaucoup de temps pour présenter les choses aujourd'hui. Alors, commençons par une question toute simple. Pourquoi la prévision hydrologique? On parle là de faire une prévision sur un horizon de 5 jusqu'à 30 jours. Ceux qui sont plus familiers vont peut-être être surpris du chiffre 30 jours. On parle maintenant, les prévisions disponibles sont plutôt jusqu'à 15 jours, mais il y a des projets à assez court terme d'avoir disponibles des prévisions météo sur 30 jours. Donc, on peut espérer à moyen terme là, pouvoir commencer à produire des prévisions jusqu'à 30 jours. On pourrait avoir un horizon plus court, bien sûr, mais en général, pour les applications, si vous prenez le temps de mettre en place un système prévisionnel, souvent, vous allez vouloir au moins regarder pour les 3 à 5 prochains jours. À quoi ça sert? Deux choses principales, plein d'autres applications, mais les deux vraiment principales, c'est la gestion des ouvrages. On a besoin d'anticiper qu'est-ce qui va arriver pour prendre les bonnes décisions. On peut penser des choses aussi simples que la sécurité des ouvrages, mais beaucoup plus d'optimiser la tâche que l'on veut faire. Puis souvent, on veut arbitrer, on parle d'un réservoir entre différents usages. Il faut être capable, donc, de bien gérer ce qui va arriver, puis aussi de profiter des opportunités. Un événement de pluie violent est une opportunité, dans bien des cas, de pouvoir produire l'électricité, par exemple. Donc, c'est de pouvoir optimiser toutes ces choses-là. Il y a toutes les questions d'alerte de crue. On est touché au Québec régulièrement par des crues et on n'a pas de système d'alerte de crue systématique. Donc, c'est des choses que ces outils-là permettent de faire. Dans un contexte de changement climatique, ça devient encore plus important. Premièrement, parce qu'on s'attend à une augmentation d'événements violents. Il y a déjà des indications dans ce sens-là. Et j'ai une citation ici du GIEC que je ne lirai pas parce que vous êtes capable de la lire. Mais le point principal, c'est que si le climat change, si on a des événements plus violents, on n'a plus besoin que jamais d'avoir des outils qui, au jour le jour, vont nous permettre de pouvoir anticiper les choses, au moins pour les 5-10 prochains jours, voire davantage. Donc, ça devient, dans le portefeuille des outils d'adaptation au changement climatique, un outil qui est nécessaire. Donc, il n'est pas nécessaire strictement pour se prémunir des changements climatiques 2050, parce qu'on en a besoin maintenant, mais on a besoin de ça aussi plus que jamais, parce qu'on ne peut plus se fier à l'expérience pour dire, j'ai des données des 30 dernières années, ça va toujours être ça qui va se produire de nouveau. Il faut accepter que là, dans un contexte de climat non stationnaire, je pense que c'est bien accepté. Et donc, il y en a besoin d'outils de ce genre. De quoi je vais parler? Essentiellement de trois choses. Très rapidement, de la quête du meilleur modèle hydrologique. C'est que si on veut faire une prévision, ça repose sur des modèles hydrologiques et on veut travailler avec le meilleur modèle possible. Plus spécifiquement, je vais parler du cadre opérationnel. C'est tout la quincaillerie pour réussir à produire la prévision. Et donc, cette boîte à outils-là, il y a beaucoup d'options, beaucoup de choix, beaucoup de nécessités, beaucoup de défis encore. Puis, en fait, on peut résumer ça à comment tirer le meilleur profit de modèles qui sont imparfaits. Puis, rapidement à la fin, je vais parler de l'appréciation dynamique de l'incertitude. C'est quelque chose qui est émergent en prévision. On sait tous que la prévision est imparfaite. On suit la prévision météo et on sait qu'elle n'est pas parfaite. Je vais d'abord expliquer un peu pourquoi.
mais on cherche de plus en plus à quantifier cette incertitude-là. De manière dynamique, ça veut dire chaque jour, chaque événement, d'avoir une appréciation de combien on pourrait se tromper pour pouvoir nous aider dans la prise de décision. Une simulation hydrologique est à la base. Donc, tous ceux ici qui ont déjà travaillé avec un modèle hydrologique, on a un certain nombre d'entrées observées, de sorties observées. Essentiellement, quand on parle de climat, c'est minimalement température et précipitation. On a des séries de débits, puis on place un modèle hydrologique entre les deux, qui peut être de tout genre, empirique, conceptuel ou physique. C'est le choix de l'opérateur. Puis, cet outil-là, devient un outil de simulation. On peut ensuite l'utiliser dans un contexte de prévision. Bon. Pour ça, on va faire des comparaisons de résultats. Donc, par exemple, un pas de temps donné, je vais avoir une simulation ici en bleu, disons de 50, une observation qui est plus élevée. Donc, je vais pouvoir calculer une erreur. Vous avez sûrement déjà vu des trucs de ce genre-là, l'erreur moyenne quadratique. Puis, on se sert de ça comme outil de calibration. On va chercher à ajuster notre modèle. La plupart des modèles ont des paramètres qui sont ajustables pour pouvoir augmenter notre capacité à faire la simulation. Puis, donc, on va faire un calage du modèle basé sur les observations et ça va devenir notre moteur d'opération pour nos prévisions hydrologiques. Pour ces dites prévisions, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va remplacer des observations par des prévisions météorologiques. Donc, si je peux partir d'aujourd'hui, je veux faire les prévisions pour les 30 prochains jours ou les 10 prochains jours, je vais utiliser les prévisions météorologiques qui ont été émises puis pour cette période-là. Puis, je vais les donner en entrée au modèle. Puis, le modèle, lui, pense qu'il fait une simulation parce qu'il n'est pas assez intelligent pour savoir que c'est plus une observation, que c'est rendu une prévision qu'on lui donne en entrée. Puis, ça nous permet d'obtenir une chronique de débit qui est une prévision. Donc, en fait, on fait un petit jeu, puis on utilise donc un modèle de simulation. Donc, la base de ces outils-là, ce n'est pas des modèles vraiment de prévision, bien que ça existe. Mais généralement, on va travailler avec un modèle qui fait une simulation. De cette façon-là. Donc, encore une fois, je parle de l'horizon 5 à 30 jours. Parlons de prévision météo parce que c'est l'entrée. D'ailleurs, beaucoup d'hydrologues vont dire que si nous, on se trompe, c'est parce que les météorologues se sont trompés. Hein? C'est sûr que si on ne met pas les bonnes quantités de pluie dans 2 jours ou dans 3 jours, on ne fera pas une prévision qui va être exacte non plus. Donc, il faut s'intéresser au monde de la météorologie, très intéressant. Et donc, ici, c'est un schéma que j'ai emprunté à des collègues Environnement Canada. Ça représente, en fait, un état initial connu. C'est l'initial vrai, mais inconnu. C'est-à-dire que pour faire fonctionner le modèle météo, il faut qu'il y ait une bonne description de ce qui se passe au niveau de l'atmosphère. Cette description-là est imparfaite. On ne la connaît pas. Donc, on va travailler avec la meilleure estimation qui est ici, puis on va faire une prévision, on va se projeter dans le temps sur une certaine période, 5 jours, 10 jours, pendant 5, 10 jours, 15 jours, puis on va atteindre un autre état de l'atmosphère, puis c'est pendant ce parcours-là qu'on va retenir à tous les jours ou à tous les 3 heures qu'est-ce qui se passe le long de ce parcours, cette évolution-là. Bien sûr, on n'arrive pas à l'état final vrai, à la vraie situation dans 10 jours, parce que, entre autres, on n'est pas parti exactement du bon endroit, donc ça ne nous aide pas, mais aussi parce qu'il y a des imperfections dans les modèles météorologiques également. Donc, c'est ce qui explique qu'on va avoir des erreurs. Dans certains types d'événements, ça peut être des erreurs assez importantes d'un point de vue hydrologique, notamment des systèmes qui peuvent être assez violents et assez limités en espace, notamment des événements d'automne ou de fin d'été. Puis, les parcours de ces systèmes-là, ils peuvent passer, en fait, un peu au sud de votre bassin versant et vous avez pratiquement rien, ou en plein centre de votre bassin versant et vous allez avoir possiblement une inondation. Donc, c'est difficile pour les systèmes météo de réaliser exactement le parcours qui va se produire, à long terme du moins. C'est sûr que plus on regarde près de l'état initial, si on regarde dans 1 jour, 2 jours, on augmente nos chances à ce moment-là de bien faire, c'est bien sûr. Donc, un exemple de ça, c'est ici, c'est un test qui a été fait sur la pression atmosphérique.
Puis, on a fait tourner le modèle à 2 fois pendant 10 jours. On exclut les personnes qui parlent. C'est encore Environnement Canada qui me fournit ce graphique. Puis, tout ce qui a été changé, c'est le 32e bit des conditions du système. Puis, ça l'a mené à des systèmes à 10 jours qui sont différents. On voit, par exemple, là, la position du système ici n'est pas à la même place. Donc, changer quelque chose qui est pratiquement imperceptible et qui est clairement en dessous de l'erreur qu'on connaît réelle sur la description du système a des effets importants sur la propagation, sur la prévision météo. C'est pour ça qu'on parle que c'est un phénomène qu'on peut parler de chaos, on peut parler de système instable ou d'une indétermination qui est incontournable. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on ne va pas faire une prévision sur 6 mois. On va faire une prévision à beaucoup plus court terme, puis on sait qu'il arrive un moment où ça ne vaut plus la peine de continuer. Revenons donc à la prévision hydrologique, parce que c'est l'outil de base, c'est notre entrée de notre modèle, cette prévision-là. Mais il reste des problèmes aussi de notre côté, même si c'est agréable de lancer la pierre aux météorologues, on a aussi des problèmes. D'abord, il y a l'imperfection de nos modèles hydrologiques. Donc, ça, c'est un élément qui est important parce que si je veux faire une prévision pour les 10 prochains jours, je vais démarrer la prévision avec l'état de mon modèle aujourd'hui. Et si l'état de mon modèle aujourd'hui, il est dans les patates, mes prévisions risquent de l'être aussi. Donc, on est dans un contexte où il faut qu'on essaie d'améliorer le plus possible notre système. Si j'avais un modèle parfait, hydrologique parfait, qui suit toujours parfaitement les observations, je n'aurais pas de problème de cet ordre-là. Mais ça n'existe pas encore à ma connaissance, en tout cas moi, je n'en ai pas vu. Donc, les conditions du modèle hydrologique au point de départ de la prévision deviennent les conditions initiales de cette prévision-là et doivent être généralement retravaillées. Et c'est ce qu'on va appeler l'assimilation des observations. Différentes techniques permettent d'ajuster, si on veut, les conditions initiales du système, le point de départ de la prévision. Et c'est une étape très, très, très importante dans la prévision hydrologique et qui est délicate à faire. D'autres problèmes possibles, c'est cette indétermination de la prévision météorologique que je viens de parler les diapos précédentes. Est-ce qu'on voudrait faire un pré-traitement? C'est-à-dire, est-ce qu'on voudrait modifier la prévision, corriger des biais, changer des choses? J'ai mis un point d'interrogation parce que ce n'est pas très répandu, mais c'est des idées qui circulent. Et on a besoin à ce moment-là d'avoir les bases de données nécessaires pour faire ce genre de correction-là. Et souvent, c'est là qu'il y a un des problèmes, c'est qu'on ne dispose pas toujours des informations pour nous guider dans des corrections qu'on pourrait essayer de faire. Même chose pour la prévision hydrologique comme telle, parce que même si j'avais des conditions initiales dites, disons, parfaites, là, même si encore là, c'est un rêve, mais même si j'avais des conditions qui seraient très bonnes, le modèle hydrologique étant imparfait, mais tranquillement, je vais avoir des erreurs qui vont s'ajouter aussi du côté du modèle et ça pourrait m'amener à faire des corrections, un post-traitement. Puis là, j'ai le même problème. Est-ce que j'ai les données pour pouvoir juger de cette chose-là? Bon, de manière simple, ça ressemble à ça, un système. On va utiliser nos prévisions météorologiques, les lancer dans le modèle hydrologique. Il va avoir les états initiaux du bassin inversant, donc la condition de mon modèle aujourd'hui. Puis ensuite, je lance la prévision et j'obtiens mes prévisions. On va avoir des observations qui vont venir nous permettre d'évaluer la qualité de notre prévision. Donc, dans 10 jours, je vais savoir comment j'ai performé. Puis, la possibilité d'utiliser ces post-processeurs ou pré-processeurs reste des options que pourraient être dans un système. Comme je vous ai dit, en pratique, c'est moins courant. Ce qui est très courant, c'est ceci, c'est le système d'assimilation de données qui va, à chaque jour ou à chaque pas de temps, par différentes méthodes que je vais discuter immédiatement après, nous permettre de venir mettre à jour l'état initial du bassin inversant de manière à ce que mon modèle soit dans les conditions optimales d'utilisation avant de lancer la prévision. Donc, parlons un peu de cette assimilation. Il y a 4 possibilités pour travailler là-dessus. On peut d'abord venir travailler sur les observations météorologiques. Si on parle du Québec, par exemple, notre réseau d'observation est assez large et c'est tout à fait possible que s'il y a des événements, par exemple, convectifs, que des pluviomètres les aient sous-estimés parce que les orages sont passés entre les pluviomètres.
Donc, on pourrait vouloir augmenter les précipitations avec des indices que, par exemple, j'ai eu un événement observé plus important que ce que le modèle me donne. C'est typiquement ce qui est fait. On joue sur la température, notamment pour les questions de fonte. On joue sur les conditions météorologiques, les précipitations, et c'est souvent une assimilation qui est faite manuellement et qui peut aussi être faite automatiquement avec des systèmes d'optimisation. On peut jouer sur les variables d'état directement, c'est-à-dire qu'on peut aller jouer sur les teneurs en eau, par exemple, ou le stock de neige, pour pouvoir faire des corrections. Il y a des outils, notamment au niveau des systèmes automatisés, qui vont travailler à ce niveau-là. Alors que si on fait une assimilation, disons, manuelle des observations, ça, bien sûr, ça a pour effet de changer les variables d'état. Donc, si on met plus d'eau, ben, ça va avoir un effet sur la teneur en eau. C'est une approche qui est plus indirecte de modification des variables d'état. On peut jouer sur les paramètres du modèle. Ce paramètre-là, c'est ce qu'on a calé. Au tout début de la présentation, je vous ai parlé rapidement de ça. C'est plutôt rare que c'est fait parce que si on a travaillé de manière acharnée pour trouver les paramètres optimaux de notre système, c'est peut-être pas pour les changer à tous les pas de temps ensuite lorsqu'on va utiliser le modèle. Mais il y a eu des propositions dans ce sens-là, mais c'est plus contesté. Et à la fin, on peut aller changer la réponse. C'est-à-dire que si on compare l'observation et le débit simulé sur une longue période, j'obtiens une série d'erreurs. Puis, je peux monter un modèle empirique de correction des erreurs, par exemple par réseau de neurones ou par une approche de style Box-Jenkins. Donc, ce que les agences vont faire, c'est plus ici ou là, mais présentement, beaucoup plus cet endroit-là. Quand on fait cette assimilation-là, ce qu'on cherche à faire, c'est d'augmenter la performance du modèle. Donc, le critère d'évaluation de la performance devrait aller par en haut, devrait avoir des meilleures performances dans notre simulation, parce qu'à chaque pas de temps, j'ai fait des ajustements pour être plus près de l'observation. Donc, je n'aurai pas une simulation parfaite, malheureusement, mais j'aurai quelque chose qui va être beaucoup plus près de cette perfection-là qu'on voudrait obtenir par rapport aux observations. Mais il faut faire des tests aussi dans un contexte de prévision. Ce n'est pas parce que j'obtiens une simulation plus proche que mes variables d'état ont vraiment le sens qu'ils devraient avoir, qui représentent bien ce qui se passe sur le bassin. Puis donc, il faut faire des tests dans un contexte de prévision. Et ce qui est typiquement fait, c'est des tests sous prévision parfaite, c'est-à-dire qu'à partir de nos banques de données, on va prendre des observations qu'on connaît pour les 10 prochains jours dans notre test, puis je vais faire comme si c'était des prévisions, donc des prévisions parfaites. Puis si je regarde ça sur des horizons de prévision relativement longs, typiquement on peut tester ça sur 10 ou 15 jours, mais ça serait la performance de mon système si je faisais aucune mise à jour, parce que il n'y a pas d'erreur qui provient à ce moment-là de la prévision, parce qu'en principe, c'est l'observation. Puis j'ai donc la performance de base de mon système. Il faut donc que je m'assure que le système d'assimilation que j'ai produit me permette d'avoir une performance qui est au-dessus de cette référence-là sur tout l'horizon qui m'intéresse. Donc, typiquement, je vais avoir des gains importants sur les premiers pas de temps parce que j'ai amélioré le modèle au pas de temps 0, si on veut. Donc, c'est payant pour les premiers pas de temps. Mais plus je m'éloigne du moment que j'ai fait l'ajustement, plus les erreurs qui proviennent de mon modèle s'accumulent. Et là, ma performance diminue. Donc, un test sous prévision parfaite me permet de m'assurer que je ne tomberai pas dans une situation comme celle-ci, où j'ai une assimilation qui me plaît énormément, mais qui s'avère pas payante à long terme, qui s'avère même nuisible à long terme, parce que dès que je regarde des horizons plus longs, je vais être moins performant que si j'ai rien fait. Et ça, par exemple, on peut retenir ça si on fait des cas de mise à jour sur les sorties où on n'ajuste pas les variables d'état du modèle, on fait une correction sur la sortie, mais ma variable d'état, mes états ne sont pas bons, puis ça va finir par me pénaliser dans le plus long terme. Maintenant, je parle un peu de l'évaluation dynamique de l'incertitude. C'est des domaines qui sont vraiment plus en termes de recherche, des choses en développement, même si, en fait, c'est des choses qu'on travaille depuis longtemps. L'idée, c'est de travailler à décrire l'incertitude météorologique. Donc, dans nos incertitudes, dans notre prévision,
une des sources importantes, c'est l'incertitude qui provient de la prévision météo, je l'ai déjà dit. Donc, une des façons de ça, c'est de travailler avec un nouveau concept qui s'appelle les prévisions d'ensemble. Je vais en parler un peu plus en détail après. L'autre source d'incertitude, c'est mon modèle hydrologique qui est imparfait, ça cause des problèmes. Donc, une façon de contourner ça, ce serait de travailler avec plusieurs modèles pour avoir une diversité de structures. Donc, je me dis, si mon modèle, physiquement, je ne suis pas sûr qu'il fait la bonne chose, je peux combiner plusieurs modèles. Moi, je répartis un peu la précision. On peut aussi travailler avec un seul modèle et plusieurs jeux de paramètres. C'est des approches qui sont aussi utilisées. Puis, il y a la troisième incertitude qui est beaucoup moins traitée. Beaucoup moins de gens s'y intéressent. C'est l'incertitude de l'état initial du bassin. Parce que même si je fais une assimilation, ça ne veut pas dire que c'est l'état initial qui est vraiment celui qu'on devrait avoir. Et à ce moment-là, à peu près les seules avenues qu'on a pour l'instant, ou les principales, ce serait d'exploiter une méthode d'assimilation qui est dite probabiliste, qui offre plusieurs options. Et donc, à ce moment-là, on peut intégrer cette diversité d'options-là comme elle nous permet de décrire l'incertitude. Il ne faut pas minimiser le problème de l'état initial, parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est comme si je vise une cible au loin, puis que j'ai un canon. C'est ajuster l'angle de mon canon pour toucher cette cible-là, pas passer au-dessus ou passer en dessous. Donc, cette condition-là est assez critique et il faut être capable d'y travailler. Mais, comme j'ai dit, c'est quand même, d'après moi, des chemins moins explorés. Donc, c'est des chemins à explorer. Je reviens au schéma que je vous ai présenté plus tôt sur la météo. Vous avez peut-être eu le temps de remarquer que ça, c'est l'incertitude sur mon état initial météorologique. Ça, c'est mon inconnu et ça, c'est ce que je crois être la meilleure représentation. Donc, ce que vont faire les gens en ensemble, c'est qu'ils vont perturber les conditions initiales de manière à avoir plusieurs points de départ et vont faire tourner le modèle plusieurs fois. Je vous ai montré une diapo où on voyait qu'en changeant de manière très subtile les conditions initiales, ça avait un impact sur la prévision à 10 jours. Mais en fait, les gens météo ont travaillé d'arrache-pied pour comprendre comment on peut perturber certaines conditions initiales de manière à pouvoir décrire non seulement les conditions initiales, mais qu'une fois qu'on obtient la prévision, j'obtiens plus uniquement une prévision, mais un ensemble, plusieurs prévisions, qui collectivement doivent décrire l'incertitude de manière dynamique. Et ce n'est pas si simple que ça, c'est un travail colossal qui demande beaucoup d'investissement parce qu'on ne peut pas se limiter à dire « je vais perturber ici au hasard, je vais obtenir 20 prévisions à l'autre bout ou 50, puis mon ouvrage est fait ». Il faut s'assurer que ça représente bien le système. L'autre avantage de prévision d'ensemble, c'est que la moyenne de cet ensemble-là, souvent, va être plus près de la réalité que la prévision qui est partie de ma meilleure estimation du système. Donc, souvent, j'ai non seulement une description de l'incertitude, mais j'ai souvent aussi un gain de performance à travailler avec ces approches. Le grand cercle bleu, ici, ça représente la climatologie, qui est le genre d'incertitude ultime. C'est l'expérience sur les 30 ou 50 dernières années de ce qui s'est passé. Et ça ne représente pas vraiment bien, si je vais regarder le 24 juin, ce qui s'est passé les 24 juin des dernières 30 années, je vais avoir une grande variabilité. Ça ne peut pas se servir de ça pour décrire l'incertitude d'une prévision faite le 24 juin. C'est beaucoup trop large. Ce qu'on obtient typiquement, c'est que les membres de l'ensemble sont beaucoup plus étroits que cette prévision, cette climatologie, qui est quand même son utilité, mais pas dans ce contexte-là. Bon, très rapidement, un peu pour vous donner des notions sur le travail que ça demande, c'est que l'ensemble doit décrire collectivement et de manière dynamique l'incertitude de l'état final. Donc, cette incertitude-là, ce qui nous intéresse, on va qualifier sa fiabilité, c'est-à-dire qu'on va vouloir s'assurer que l'ensemble ou la distribution qu'on obtient n'est pas trop optimiste ou pas trop pessimiste. Ou en d'autres mots, que ma distribution n'est pas trop étroite ou trop étendue. Parce qu'ensuite, je veux prendre des décisions basées sur cette description de l'incertitude-là. Puis si ma distribution est beaucoup trop étroite,
ça va m'amener à prendre des décisions trop optimistes. Je vais penser que mon modèle est meilleur qu'il est en réalité. Ces ensembles-là, où les points initiaux diffèrent entre eux, généralement au niveau des conditions initiales, ça peut être aussi certains paramètres, même les conditions frontières peuvent être touchées. Le point de vue, c'est le message que je veux passer, c'est un travail que les gens en météorologie font maintenant depuis une quinzaine d'années au moins, et il y a eu des progrès substantiels. Il y a encore du travail à faire, il y en aura sûrement toujours, mais ces outils-là sont rendus très intéressants pour notre communauté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens au schéma d'un peu plus tôt. Vous vous souvenez du modèle hydrologique? Vous vous souvenez qu'on prend une prévision, puis qu'on produit une prévision météo pour produire la prévision hydrologique. Bien, là, je vais avoir plusieurs séries de prévisions. Si on est au Canada, on en a 20. Si on est en Europe, on en aurait 50. Les différentes agences travaillent de manière différente, mais on a plusieurs réalisations de ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Puis, bien, je vais pouvoir donc obtenir plusieurs réalisations de ce qui va se passer au point de vue du débit. Ça soulève des problèmes importants de mise en œuvre pour nous, ne serait-ce qu'au niveau de l'évaluation de la performance. Je vous ai mis un graphique un peu semblable plus tôt, où ici, j'ai mon observé en rouge, mais maintenant, ma prévision, ma simulation, c'est une distribution. C'est plus une seule valeur. Et donc, il faut qu'en termes de performance, que je compare une valeur unique à une distribution, ce qui représente un défi important. Il y a des gens en statistique qui travaillent, d'abord, les premiers travaux dans ce sens ont été faits en météorologie, donc les gens en statistique s'y sont intéressés. Ils ont développé des scores probabilistes spécifiquement pour ça, mais ça demande un certain apprentissage. Je vous avoue que pour l'équipe, ça a pris pas mal de temps. Et encore là, on a beaucoup de questionnements sur cette évaluation-là qui est complexe. Une alternative, ça serait de travailler avec une seule prévision, mais plusieurs modèles hydrologiques. J'obtiendrais un objectif semblable. L'avantage de cette approche-là, c'est que là, je tiens bien compte, potentiellement, de l'erreur qui est liée à mes modèles hydrologiques, mais je ne tiens plus compte de l'erreur qui vient de la météo ou de son incertitude. Donc, ce système-là n'est pas non plus parfait et typiquement, je vais obtenir ici une distribution qui est trop étroite, comme le cas précédent où je travaille avec l'incertitude de la prévision météo, mais je n'inclus pas l'incertitude hydrologique. Donc, peut-être que la voie d'avenir, c'est de travailler avec plusieurs modèles et plusieurs chroniques. Naturellement, on peut se ramasser assez rapidement avec un très grand nombre ici de cas réalisés. Et pour les agences, travailler avec plusieurs modèles représente un défi colossal. Bon, un petit exemple pour terminer. Rivière-au-Saumon, sur le Haut-Saint-François, on a travaillé avec Hydrotel, une prévision météorologique d'ensemble canadienne et une assimilation des entrées qui a été faite manuellement. Puis, je vous présente 3 prévisions faites le 27 septembre 2010. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Premièrement, la ligne grisée qui monte ici beaucoup à la fin, c'est l'observation, qu'on ne connaît pas lorsque la prévision est faite, qui donc été ajoutée ici pour l'information, pour voir qu'est-ce que ça a de l'air. Le trait foncé pointillé, c'est la prévision hydrologique, faite à partir de la prévision hydrologique déterministe, donc la prévision standard, et on voit qu'il y a un événement qui se produit, une crue, et que le système ne le voit pas. En bleu, les 20 membres de la prévision hydrologique d'ensemble. Puis, bien, on constate qu'il y a quelques membres qui commencent à cerner que quelque chose arrive. Une journée plus tard, là, j'ai toujours rien au niveau de ma prévision déterministe, mais j'ai de plus en plus de membres qui détectent quelque chose. Une journée plus tard, là, ma prévision déterministe s'est ajustée. L'événement est prévu de manière correcte, mais avec un délai plus court que si j'avais travaillé avec des prévisions d'ensemble. Ceci dit, il reste tout un défi à utiliser ces choses-là. Mon temps est écoulé. Je termine avec 2 petites questions. C'est ma conclusion. Les avantages de la prévision, c'est
potentiellement d'accroître la sécurité publique, faciliter la prise de décision, permettre d'exploiter des opportunités. Les défis, ça demande une équipe opérationnelle, c'est coûteux, ça demande de l'expertise. Il faut intégrer des outils qui sont en perpétuelle progression. Parler à ces équipes-là, ils sont constamment en train de se poser la question s'ils doivent changer leur système. Le cadre opérationnel, il y a beaucoup de recherche qui se fait et encore qui est requise. Et toute la notion d'incertitude que j'ai qu'effleurée, j'aurais pu présenter que ça, on ne sait pas encore très, très bien comment intégrer ces choses-là et les utiliser. Donc, j'ai terminé un petit clin d'œil à tous les étudiants qui ont travaillé sur ces sujets à mon équipe. Je les remercie et j'ai terminé.